Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, nous allons parler de la fin des Skyblogs, nous allons également parler de OVH qui rachète Quant et puis du nouveau Twitter qui devrait normalement sortir en juillet, le nouveau Twitter annoncé par le groupe Meta. C'est juste après l'intro, c'est parti. Allez, on est parti les amis. On commence du coup cette matinale avec un programme très orienté sur les réseaux. Oula, j'ai un petit souci avec mon partage d'écran. Attendez, je vais rebasculer. Je vais changer un petit truc. Je crois que mon... Attendez. Je pense que c'est mon... Comment ça s'appelle? Ah là là. C'est bon matin, on adore. Allez, c'est pas grave, je vais quand même vous commenter en même temps que je fais ma petite manip technique. Donc ce matin, on va commencer avec un premier article, un article du coup du blog du modérateur qui va nous parler de Meta qui devrait lancer très prochainement, donc on nous parle du mois de juillet, son concurrent à Twitter. Est-ce que c'est bon, le partage d'écran refonctionne mieux ou pas? Roulement de tambour. Tic tac, tic tac, tic tac. Yes, c'est parfait. Donc cet article du blog du modérateur, Meta qui devrait lancer le fameux concurrent à Twitter au courant juillet. Voilà, jusqu'à présent on avait plein d'infos qui étaient relativement... flou, j'allais dire, notamment au niveau du nom. On a un troisième nom qui a popé, ce serait peut-être le nom Thread, on va voir ça. On a des visuels qui avaient fuité également. En tout cas, on a une date, potentiellement courant juillet, on y reviendra. Ensuite, on a un article de l'éclaireur Fnac qui nous parle effectivement du nouveau moyen de se faire de l'argent sur Twitch. Ils ont fait popper une nouvelle, voilà, un nouveau mode qui permettrait en fait de payer pour mettre en avant son message. Donc je reviendrai un petit peu dessus, je vous montrerai le principe. Peut-être que vous l'avez déjà d'ailleurs testé. Ensuite, la grosse actu du jour nous est partagée par l'usine digitale et donc Octave Klaba qui est le fondateur d'OVH Cloud, donc voilà tout le groupe OVH etc que vous connaissez potentiellement, qui a donc confirmé le rachat de Quant, le moteur de recherche européen / français si je me trompe pas, dans un but de créer, on va dire, une espèce de gros pôle, une grosse suite européenne, puisque vous n'êtes pas sans savoir que OVH possède déjà la boîte, a racheté la boîte Shadow PC, qui est donc un PC dans le cloud directement, beaucoup utilisé notamment dans le milieu du jeu vidéo. Donc voilà, toute une offre en fait qui se construit autour de ça, et donc le rachat stratégique du moteur de recherche Quant. Ensuite, on parlera également rapidement du blog du modérateur qui va proposer, enfin de YouTube surtout, pardon, qui va proposer un outil pour comparer les performances de vos miniatures. Donc ça, c'est un outil qui était très très attendu par les créateurs de contenu. Donc voilà, c'est le blog du modérateur qui nous détaille ça. Et puis également, petit moment de nostalgie, la fin des Skyblogs. Alors si vous êtes, si vous êtes de la génération, d'une génération comme la mienne, c'est-à-dire on va dire trentenaire et un peu plus, vous avez certainement connu les prémices des réseaux sociaux bien avant Facebook du coup. Les Skyblogs qui étaient mis en place par le groupe Skyrock, voilà, la radio, qui était un peu je dirais les réseaux sociaux avant l'heure. Et qui aujourd'hui sonne un peu le glas de fin de Skyblog, puisqu'il y avait encore pas mal de... Voilà, il y avait encore des blogs qui continuent à tourner. Ensuite, je vous ferai quelques partages. J'ai vu passer quelques tweets suite à toutes les mises à jour de Figma, donc j'y reviens pas. On a fait tout un live la semaine dernière dessus, que je vous invite à aller voir d'ailleurs sur notre chaîne replay YouTube. Vous tapez Déclic Replay sur YouTube et vous aurez effectivement cette vidéo, ou bien sur les replays de Twitch, mais disponible sur Twitch que pendant, je crois, quelques jours encore. Sinon, vous aurez ce replay de disponible directement sur YouTube. Et donc effectivement, suite un peu à toutes ces mises à jour au niveau de Figma, il y a beaucoup de choses qui ont popé. Voilà, j'ai vu quelques tweets intéressants que je vous partagerai. Voilà un petit peu. Et puis je me suis gardé un article à la fin. Je sais pas, ça va dépendre un peu du temps qu'on aura, si on peut le détailler ou pas. Alors avant de commencer les amis, déjà est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont présentes? Je vois qu'il y a du coup Mine et Atomistic qui se sont manifestés. Je sais pas si d'autres personnes sont dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes présente. Avant de commencer, je tenais du coup à vous annoncer qu'on va passer en horaire d'été, puisque voilà, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le streaming, vous savez probablement que la période de l'été est une période en général où les streamers mettent un petit peu en pause, où il se passe pas grand chose parce que tout le monde est en vacances et donc les gens ne sont pas spécifiquement derrière leur ordi mais plutôt sur la plage, à la montagne ou que sais-je. Donc du coup, de notre côté, ce qu'on va faire, c'est que vu
que là c'est la dernière semaine de juin. On va passer le mois de juillet, on va ralentir un peu, c'est-à-dire qu'on va passer à un stream par semaine le vendredi, puisque le vendredi matin en général c'est là où il y a le plus de monde. Et c'est là où voilà, je pense que les gens ont un peu plus le temps d'écouter la matinale. Donc à partir de la semaine prochaine, un stream par semaine pour y aller dégressif sur les horaires d'été. Et au mois d'août, on coupera totalement, c'est-à-dire que voilà, au mois d'août, il n'y aura pas de stream pour faire la pause estivale, on va dire, et puis reprendre de plus belle du coup au mois de septembre. Voilà un petit peu pour les annonces. Donc là, c'est le dernier mercredi. Et la semaine prochaine, ça sera à partir de la semaine prochaine, ça ne sera que le vendredi jusqu'au mois d'août où là, pour le coup, on partira en vacances. Voilà un peu pour les annonces. Je pense que j'ai à peu près tout dit de ce que je voulais vous partager. Donc si vous êtes prêts, on va commencer du coup avec ce premier article. Alors, il s'agit du coup d'un article du blog du modérateur qui vient du coup nous confirmer une date par rapport au nouveau concurrent de Twitter qui est en gestation, on va dire, au sein du groupe Meta. Donc le groupe Meta, je vous rappelle, c'est le groupe qui possède Facebook, qui possède Instagram, qui possède WhatsApp. Donc voilà, pas mal de gros réseaux sociaux. Et qui du coup a pour projet de lancer un concurrent à Twitter, puisque ben voilà, depuis l'arrivée d'Elon Musk et toutes les péripéties qu'il y a eu, le groupe, enfin, le réseau social Twitter a été un peu mis à mal, beaucoup d'annonceurs qui sont partis, donc voilà, financièrement compliqué. Et évidemment, dans ce milieu-là, on va dire très orienté business, on va essayer de, si votre concurrent commence à avoir la tête sous l'eau, ben on va essayer d'appuyer un petit peu plus fort et de tirer sur l'ambulance, on va dire. Donc Meta et plein d'autres, il n'y a pas que ça, il y a Blue Sky, il y a plein d'autres initiatives en ce moment qui, fort de ce constat et du fait que Twitter est un peu dans le mal et perd un peu des utilisateurs, des annonceurs, et bien c'est le bon moment pour lancer une alternative et essayer de prendre un peu le leadership sur cette façon de consommer les réseaux sociaux, ce côté info instantané, etc., relativement courte. Alors je commence à lire du coup un petit peu cet article. N'hésitez pas à réagir dans le chat bien évidemment. Et comme ça je reviens sur vos commentaires au fur et à mesure ou à la fin de l'article. Donc petit rappel du contexte. Alors les informations sont rares et les rumeurs se distillent au compte-gouttes. Mais le nouveau réseau social de Meta qui se veut concurrent à un Twitter en difficulté devrait faire son arrivée très bientôt. En effet, selon Alex je pense que ça se dit, du média The Verge, l'application pourrait être lancée durant le mois de juillet. Donc il y a une citation qui dit « Meta se prépare à dévoiler son concurrent à Twitter très rapidement. Cette nouvelle app basée sur des contenus textuels appelés Projet 92 en interne et potentiellement Thread au pluriel en externe, donc voilà, on n'est pas encore trop sûr du nom, a une sortie prévue pour mi-juillet selon des personnes proches du projet. » Attendez, je vérifie. Dites-moi si la musique est trop forte ou pas. D'ailleurs, peut-être qu'elle est même pas forte du tout. N'hésitez pas à me le dire dans le chat parce que j'ai un retour visuel, mais peut-être que votre retour à vous sera plus précis. Donc, Meta a courtisé des célébrités et des créateurs connus pour qu'ils rejoignent l'application en leur présentant une plateforme qui devrait fonctionner sainement, entre guillemets. Donc ça, c'est une citation. Ce projet ne semble pas accessoire pour Meta qui espère atteindre des dizaines de millions d'utilisateurs dans les tout premiers mois de la mise en service. Donc ça, c'est quand même un projet relativement ambitieux. Donc dès les premiers mois de la mise en service de l'application. Reste à rendre la chose officielle et passer le cap des rumeurs, car le nom même de ce réseau social reste un mystère. Après P92 et Barcelona, ce serait désormais Thread au pluriel, du coup ce fameux nom. Donc encore un point d'interrogation là-dessus. Un terme qui n'est pas sans rappeler celui des fils des fils de tweets à dérouler, voilà, les threads évidemment. Si vous n'êtes pas utilisateur, utilisatrice de Twitter, sachez que les threads, en gros, ça va être, vous allez faire un post et en fait, vous allez, c'est un peu comme un fil c'est plusieurs posts qui s'enchaînent en quelque sorte et ça vous permet, à l'origine, c'était surtout utilisé parce que comme il y a une limite sur Twitter, on peut mettre un certain nombre de caractères maximum, et bien les gens en fait utilisaient les threads pour faire plusieurs tweets d'affilée et du coup faire une histoire plus longue, on va dire, s'ils avaient besoin de détailler ou autre. Donc du coup, effectivement, ce nom thread, c'est un peu ça ferait un peu écho à ça. Je vérifie juste que mon stream fonctionne bien parce que comme j'ai pas de retour, ça me stresse un peu.
Touc, je vais vérifier moi-même. Ok, tout a l'air bon. Donc si je continue... Ouais, donc au début de l'année, Meta avait communiqué sur sa volonté de créer un réseau social autonome décentralisé de partage de publications textuelles. Donc effectivement, il y a cette notion de décentralisé qui est importante. Merci beaucoup pour le follow Loïc, tout fonctionne bien. Merci beaucoup Loïc pour ce retour. T'as senti que j'étais un peu seul dans mon monde. Et je suis désolé, j'ai vu passer aussi un abonnement, mais c'était au tout début. Gigi Vomact, merci beaucoup pour le follow, c'est gentil. Bienvenue à toi. En tout cas, merci pour le retour, Loïc. Du coup, au début de l'année, Meta avait communiqué sur sa volonté de créer un réseau social autonome décentralisé de partage de publications textuelles. Donc ça, c'est pour celles et ceux qui n'auraient pas effectivement suivi l'affaire. Il y a cette notion de décentralisé qui fait très écho au Web 3.0. Attention, j'ai pas dit le Web 3, mais le Web 3.0, qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire cette espèce d'ambition, on va dire... qui est notamment mené par Tim Berners-Lee, l'un des pères fondateurs du web, de créer un web beaucoup plus décentralisé et beaucoup moins, on va dire, concentré autour de gros acteurs que sont les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc. Oui, voilà, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus décentralisé et qui ne dépende pas en fait finalement de quelques acteurs qui dominent le marché et qui dictent un petit peu les règles du marché, quoi. Et donc dans cette mouvance un peu de décentralisation, il y a pas mal de choses techniquement qui sont en train d'être mises en place et de plus en plus d'initiatives comme celle de Meta, effectivement. Un réseau social qui est basé par exemple sur un protocole décentralisé que vous connaissez peut-être, c'est Mastodon, qui a beaucoup fait parler aussi du fait tout simplement qu'ils étaient vus comme une alternative à Twitter au moment où Twitter commençait un peu au début où Elon Musk en fait a racheté Twitter et donc cette notion de décentralisation elle est hyper importante parce que ça redistribuerait les cartes du jeu. Il faut savoir que les modèles économiques de tous ces gros sont quand même énormément basés en fait sur la gestion de la data, sur le fait de capter vos data et puis après soit de les revendre, soit de vous cibler au niveau publicitaire, etc., etc. Donc ça redistribuerait pas mal les cartes du jeu. Donc effectivement, ça serait un réseau social autonome, décentralisé de partage de publications textuelles. Selon les différentes sources, ces posts auraient une longueur maximum de 500 caractères avec la possibilité de partager des liens, des photos et des vidéos longues de 5 minutes maximum. Les utilisateurs pourront liker, répondre ou republier les posts. Donc là, c'est relativement classique, ce qu'on connaît. Au-delà de ces quelques informations à prendre avec des pincettes, peu de choses à se mettre sous la dent, si ce n'est des précisions quant au lien entre la nouvelle appli et Instagram. Selon Alex Is, l'application sera promue au sein d'Instagram, ce qui lui donnera donc une énorme visibilité dès le premier jour, et les utilisateurs pourront remplir automatiquement les champs description avec leurs identifiants Instagram afin de rapidement la rejoindre. Donc il y aurait effectivement un lien entre Instagram et ce nouveau projet. Les choses semblent donc se préciser, Twitter devra rapidement faire face à la concurrence de Meta. Donc voilà, au niveau des visuels, on a ça, je crois que c'est ce que... Ouais voilà, ils sont pas en bonne qualité tout simplement parce que c'est quelque chose qui a fuité pendant une présentation en interne de Meta. Mais vous voyez qu'en termes de rendu, c'est quand même... En fait, on avait vu d'autres photos sur d'autres articles, voyez-le comme un cross, on va dire. Ça va vraiment être un mélange entre Instagram et Twitter en quelque sorte. Instagram pour la partie UI, on va dire, pour tous les éléments, les choses comme ça, et plus Twitter pour la partie UX, c'est-à-dire sur la partie ergonomie, on va dire, et comment fonctionne l'application. Voilà pour ce premier article. On enchaîne relativement rapidement sur l'article suivant. Sauf si vous avez des commentaires, évidemment. N'hésitez pas à réagir dans le chat, même si je sais qu'il est 9h30 et que c'est compliqué le matin. Le but, c'est bien sûr de réagir si vous avez des questions, des réactions. Je suis là pour y répondre. Alors, on enchaîne du coup avec notre article de l'éclaireur Fnac, toujours sur, je dirais, un peu sur la partie toujours réseaux sociaux, social media. Et donc l'éclaireur Fnac qui nous partage cette nouveauté sur Twitch, donc potentiellement, alors je ne sais pas si vous l'avez ou si c'est en cours de déploiement, sur Twitch, un nouveau moyen de se faire de l'argent avec des messages spéciaux. Donc c'est quelque chose qui est sorti relativement récemment et qui s'appelle HypeChat, donc un nouveau moyen payant d'interagir avec ses créatrices et créateurs préférés. Alors je commence à lire l'article, à défaut de revoir
sa politique de répartition des revenus avec les streamers, Twitch offre une nouvelle possibilité pour eux de recevoir plus d'argent de la part de leurs spectateurs et spectatrices, qu'ils soient sur ordinateur ou sur leur smartphone. Alors effectivement, quand ils font référence à la politique de répartition des revenus, c'est par rapport en fait à une espèce de, je dirais, de sujet un peu controversé. Là, en fait, récemment, il y a eu un concurrent qui a été lancé, du coup, dont on avait parlé la dernière fois, qui s'appelle Kick, qui pour le coup prône beaucoup plus enfin, voilà, au niveau de la répartition, on va dire, de ce que gagnent les streamers au travers de leurs streams, des dons, etc. En gros, je crois que c'était de l'ordre de 90% pour le streamer et 10%, non, ou 95 et 5, je crois. 95% pour le streamer ou la streameuse et 5% pour la plateforme. Là où Twitch, aujourd'hui, après, ça dépend de votre profil, parce qu'il y a plusieurs statuts, mais quand vous avez un statut par exemple d'affilié comme nous, on ne touche que 30% par rapport à par rapport aux abonnements que vous pouvez nous offrir. Et donc les 70 autres pourcents, c'est pour Twitch. Donc c'est relativement costaud. Après les partenaires, c'est un peu mieux, je crois que c'est 50-50, et puis il y en a certains un peu plus gros qui ont du 70-30. Je crois que c'est à peu près ça, mais inversé, donc 70 pour le streamer et 30 pour la plateforme, mais ça reste 30%, là où Kick propose 5%, donc à l'échelle de gros streamers, ça peut être quelque chose de très très intéressant. On était un peu revenu là-dessus et la question de se dire mais est-ce que ça tiendra sur le long terme, parce que c'est tout le débat qu'il y a aussi autour de ça. Donc effectivement, c'est à ça que fait référence le paragraphe quand il parle de revoir sa politique de répartition des revenus. Sans compter qu'en plus Twitch a annoncé, je crois aussi, mettre un petit peu le nez sur... mais je ne sais pas si ça a été jusqu'au bout ou pas. Je sais qu'il était question de mettre un petit peu le nez sur tout ce qui était partenariat et autres. Voilà, qui sont des deals un peu entre les streamers et des marques sur lesquelles Twitch n'intervient pas normalement. Donc du coup, pour reprendre un petit peu sur cette actualité, là maintenant que vous avez le contexte, HypeChat est pour le moment réservé aux partenaires Twitch. Donc cette nouvelle fonctionnalité, il faut avoir le statut de partenaire. Depuis quelques semaines, Twitch fait face à la concurrence féroce d'un nouvel arrivant sur le marché, Kick. La nouvelle plateforme de streaming a désigné des partenariats juteux avec quelques-unes des plus grandes stars du site violet, comme le Canadien XQC ou Amourant. Donc ça, on en avait parlé la dernière fois, effectivement. Kick, qui joue un peu au mercato, un peu comme au foot, hein, et qui va aller payer des gens pour venir sur sa plateforme, aux dépens du coup de Twitch. Face à la concurrence agressive, Twitch déploie un nouveau moyen pour les créateurs et les créatrices d'augmenter leurs revenus. HypeChat permet donc aux spectateurs et spectatrices de payer pour des messages qui seront épinglés en haut du chat pendant un live et pendant une durée limitée. Donc vous voyez un petit peu au niveau de l'interface que ça peut donner. Hop. Voilà, donc je sais pas si c'est déjà en place ou pas. Je peux le faire le test, hein, je vais regarder ça vite fait. Tac, alors accueil. Twitch. Ok, donc si je vais par exemple chez Sean, imaginons. Ah non, moi je l'ai pas encore en place. Alors que Sean est bien partenaire. Ah si, c'est bon. Bah, je vais partager ça vite fait. Hop, regardez. Donc si je partage, là on est sur le stream de Sean, un collègue streamer. Je vais mettre en plein écran sinon vous allez rien voir. Et donc en bas, effectivement, là où on envoie les messages, vous avez un petit icône en forme d'éclair, on va dire, en bas à droite. Hop, et là, vous pouvez effectivement publier un HypeChat, désigner combien est-ce que vous voulez y mettre d'argent en fait. Et en fait, fonction du temps de l'argent que vous allez mettre, le message va être épinglé plus ou moins longtemps. Si je fais test par exemple, voilà, vous avez tout un aperçu. Et donc, fonction de l'argent que vous mettez, ça va durer plus ou moins longtemps. Le message va être plus ou moins, va être publié plus ou moins longtemps. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une autre façon pour les streamers de se faire de l'argent. La plateforme aussi au passage. Mais effectivement, le but étant de multiplier les surfaces les façons de se faire de l'argent pour attirer toujours plus de créateurs de contenu et leur montrer qu'un modèle économique viable est possible. Donc Twitch explique en détail comment cela fonctionne. Les viewers peuvent payer entre 1 et 500 $ avec un montant minimum pouvant aller jusqu'à 100 $ pour afficher leur message. C'est le propriétaire de la chaîne qui peut configurer cette option.
plus le montant payé est élevé, plus le viewer aura droit à des avantages supplémentaires. Par exemple, son message pourra rester épinglé plus longtemps, pourra contenir plus de caractères ou bénéficier de plus de personnalisation. Voilà un petit peu pour l'idée de base. Je vérifie un petit truc sur Discord. Attendez 2 petites secondes. Hop. Je voulais voir que mon message soit bien publié. Yes. Ok, c'est bon. Alors, quid du coup, effectivement, de ok, c'est bien beau, mais ça veut dire que n'importe qui peut mettre en avant des messages. Et quand on connaît un petit peu le public Twitch, on sait que ça peut vite troller, qu'il peut vite y avoir des choses, des débordements, on va dire. Donc HypeChat ne fonctionne donc pas comme les messages mis en avant avec les points de chaîne, puisque sur Twitch, il y a un système de points de chaîne en fonction du temps que vous passez sur la chaîne. Vous accumulez des points et vous pouvez mettre en avant vos messages en utilisant des points. Là, ça serait un peu différent. Donc ce que dit l'article, c'est ici, une personne pourra payer dans sa monnaie locale sans utiliser de bits. Donc il y a la monnaie virtuelle Twitch. Pour le moment, la fonctionnalité n'est réservée qu'aux partenaires Twitch, donc les chaînes ayant obtenu le badge voix du partenaire en streamant. Donc pour vous donner un ordre d'idée, pour passer partenaire, il faut sur une période de 30 jours, enfin voilà, c'est remis en cause chaque jour en fait, il regarde les 30 derniers jours que vous avez passés, et donc il faut avoir streamé pendant 25 heures sur 12 jours différents, devant en moyenne 75 viewers. C'est souvent la métrique qui est la plus compliquée à obtenir, c'est d'avoir une moyenne sur ces streams de 75 viewers minimum. La répartition des revenus provenant de HypeChat est la même que pour les abonnements, 70% pour les streamers et 30% pour Twitch. Voilà, donc ça c'était le 70-30 dont je vous parlais tout à l'heure. Le chat Twitch étant ce qu'il est, l'entreprise prévoit des mesures de protection pour les créateurs et créatrices qui s'ajouteront aux derniers ajouts en la matière. Comme les étiquettes de contenu mature, donc ça c'est un système qu'ils ont mis en place il n'y a pas très longtemps, pour permettre d'être beaucoup plus explicite sur le fait que des fois, voilà, vous streamez sur du contenu violent ou ce genre de choses, notamment les gens qui font du jeu vidéo. Coucou Margot, comment ça va? Coucou à toi. Les mots interdits par Twitch et la modération de la chaîne ne seront ainsi pas autorisés dans un message HypeChat. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est pas parce que vous allez payer pour mettre en avant un message que toute la partie modération ne s'applique pas. Donc si effectivement une personne a été exclue d'un stream, pour le coup, il ou elle ne pourra pas publier d'HypeChat. Et puis pareil pour les mots interdits par Twitch, c'est exclu. Donc en fait, en gros, il y a un système de modération avant que vous puissiez payer et publier le message. On vérifie que vous êtes bien OK et après seulement vous pouvez effectivement utiliser HypeChat. Et publier le message. Donc c'est ce qu'ils disent, les messages seront préalablement analysés par Automode. Le paiement d'un HypeChat n'est finalisé que lorsque le robot a accepté le message. Les modérateurs et streamers pourront décider d'annuler l'épinglage des messages s'ils sont jugés offensants ou indésirables. Voilà, donc nouvelle fonctionnalité, nouvelle façon de se faire l'argent pour les créateurs de contenu sur Twitch. Autre article sur lequel nous allons passer. Alors, je réfléchis dans quel ordre est-ce qu'on va prendre ça. Je pense qu'on va enchaîner sur cet article-ci. Donc, article du blog du modérateur, tant qu'on est sur la thématique des réseaux sociaux. Et la fin des Skyblogs. Et donc, du coup, cet article qui nous dit prêt à lâcher vos derniers coms. Alors, je sais pas si dans le chat, il y a des gens qui ont connu effectivement la période de Skyblog. Qui visiblement date de 2002, donc voilà, plus de 20 ans. Personnellement, j'ai commencé sur Skyblog, c'était un peu l'époque Skyblog et MSN, que certains d'entre vous ont probablement dû connaître. Donc du coup, voilà, le glas de fin un peu de Skyblog qui a été annoncé via un tweet. Donc je lis rapidement l'article. Skyblog sera mis hors ligne au mois d'août. Sur son Skyblog officiel créé en 2007, Skyrock annonce la triste nouvelle, la fin imminente de son réseau de blogs. Les Skyblogs seront retirés de l'accès public dès le 21 août prochain. Et donc la citation, pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les Skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l'accès public. Donc effectivement, les Skyblogs continuent à tourner, mais je pense que ça devait être compliqué au niveau RGPD de continuer à maintenir ça, parce que à mon avis, on parle d'un truc qui a été mis en place dans les années 2000, donc à cette époque-là, je pense qu'il y avait beaucoup moins de législation et autres.
Et donc effectivement, c'était tout un autre contexte. Donc plutôt que de dire on va, comment, on va couper, euh, enfin on va gâcher un peu la nature même de ce qu'était Skyblog. Ils préfèrent, je pense, se geler et en faire une archive et terminer, sachant qu'aujourd'hui Skyblog, je sais pas si c'est encore hyper utilisé. Est-ce qu'il y a encore des gens qui créent ou tout simplement qui créent leur propre site, mais voilà, sachez en tout cas que c'était encore en ligne. Donc effectivement, il y a toute une procédure là qui est mise en place de migration. Si jamais effectivement vous voulez, vous avez la nécessité de, euh, enfin, ou si vous souhaitez tout simplement avoir une espèce de copie ou d'archive, c'est tout à fait possible. Donc c'est ce qu'ils indiquent juste après. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Oui, d'abord, ils nous font tout un historique un peu sur comment ça s'est passé. Dans les années 2000, les skyblogs ont connu un succès fulgurant. Ce fut en quelque sorte les prémices des réseaux sociaux, puis apparut le fameux Facebook, disruptant les usages des internautes. Puisque c'est vrai qu'à cette époque-là, donc c'était comme je vous disais le combo un peu Skyblog et MSN. Skyblog sur lequel vous publiez du contenu, hein, c'était vraiment un blog, tout ce qu'il y a de plus classique. Enfin, aujourd'hui c'est classique, mais à l'époque ça ne l'était pas. Et MSN pour la partie discussion instantanée. Donc Facebook est arrivé, un peu disrupter le truc, parce que ben, ça permettait de faire les deux. À la fois d'avoir ce côté publication, et à la fois toute la partie interaction, puisque ben, on pouvait commenter aussi on pouvait commenter des posts, mais on pouvait, alors je sais pas si la partie Messenger est arrivée plus tard ou pas, mais on pouvait discuter, tout était intégré en fait finalement dans Facebook, à la fois la partie discussion instantanée et ce côté réactif aussi, parce que sur Skyblog, on pouvait commenter, je crois, mais et encore, je suis même pas sûr. Je pense qu'on pouvait mettre des commentaires, mais si, parce qu'ils parlent souvent de lâcher les coms. Mais c'était quand même beaucoup moins réactif que ce qu'on connaît aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y avait moins ce côté rapide, réponse rapide, quoi. Donc on a une citation qui dit: vous avez été des millions dès le début des années 2000 à vous lancer dans la création d'un Skyblog, à publier des textes, des photos, à commenter. Vous avez contribué à créer l'un des premiers réseaux sociaux au monde. Donc c'est ce que dit Jérôme Hagues, du coup, qui est, je crois, il est directeur adjoint, sauf erreur de ma part. Je sais plus où est-ce que je l'avais vu ça. Bref, en 2007, le réseau de blogs Skyrock était le 17e site mondial, donc quand même un gros trafic. Il est temps de retourner sur votre Skyblog si vous souhaitez récupérer les photos et vidéos, car en août il sera trop tard. Encore faut-il se souvenir du blog et de ses identifiants. Skyrock indique que malgré tout, chacun pourra transférer sur sa machine son blog s'il le souhaite et éventuellement l'effacer. Donc voilà, après, il nous rappelle un petit peu effectivement la génération Y dont je fais partie, avec ce combo Skyblog MSN. Et donc ils disent les millennials ont découvert une véritable nouvelle ère pour communiquer avec leurs amis. Les jeunes de l'époque avaient tous un Skyblog et invitaient leurs amis à lâcher leur com. Donc ça c'était un peu l'expression du moment. Mais ne soyons pas tristes car le chemin des Skyblogs est tout tracé. Comme nous l'indique Skyrock, de la meilleure des façons possibles, ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales afin que demain les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable précédemment de ce qu'était la nouvelle génération au début du 21e siècle. Donc je pense qu'ils vont archiver un petit peu tout ça, histoire de conserver une trace. Et effectivement, Margot, comme tu dis, adieu Barbie 81, c'est ça. Moi, personnellement, j'avais recherché mon Skyblog, mais je crois que j'avais dû l'effacer ou je sais pas trop parce que j'ai jamais retrouvé en fait. J'ai jamais retrouvé de Skyblog correspondant à me correspondant. Donc voilà, c'est la fin d'une ère. C'est une petite note, c'était une petite note légère, mais voilà, avec un petit pincement pour ma part. On continue du coup les amis, on continue avec The Nouvelle, grosse nouvelle du coup annoncée et notamment décrite par l'usine digitale. Bon, il y a beaucoup d'articles là-dessus, c'est un peu le sujet du jour. Octave Klaba, du coup fondateur d'OVH Cloud, qui est voilà, la solution cloud d'OVH que vous connaissez, le fameux hébergeur, qui confirme en fait le rachat de Quant. Donc Quant, du coup, le réseau social, le moteur de recherche européen et français d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qui a connu quelques difficultés, enfin pas mal de difficultés même financières récemment, et qui du coup serait racheté
par Octave Klaba, le fondateur d'OVH Cloud. Donc je lis ça rapidement. Enfin un sauveur pour Quant, point d'interrogation. Mardi 27 juin, Octave Klaba, le fondateur d'OVH Cloud, a confirmé qu'il allait bien mettre la main sur le moteur de recherche français, toujours en très grande difficulté financière. Cette opération dont le montant n'a pas été communiqué doit être finalisée cet été. Elle s'effectuera par l'intermédiaire d'une nouvelle structure baptisée Symphonium, qui sera détenue à 75% par les frères Klaba et 25% par la Caisse des dépôts. Donc effectivement, c'est tout un projet en fait. Ils vont essayer de mutualiser plusieurs offres digitales, enfin on va dire, plusieurs propositions. Donc il y a aussi bien la partie cloud d'OVH Cloud, il y aurait aussi donc le moteur de recherche, puis tout un tas de services. Il y a la partie Shadow également dont je vous parlais, où effectivement pas mal qui appartient aujourd'hui au groupe, à Octave Klaba. Donc ça sera une espèce de package global et donc une offre européenne pour le coup qui respecterait justement toutes les normes européennes et qui serait présent en Europe, qui s'appellerait donc Symphonium. Symphonium ambitionne de lancer une plateforme de services numériques dans le cloud, espérant représenter une alternative crédible aux solutions proposées par Microsoft et Google. L'entité intégrera également les services de Shadow, le pionnier du cloud gaming, repris en 2021 par Octave Klaba, donc ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça, à la barre du tribunal du commerce de Paris. Donc effectivement, il avait racheté cette solution. Shadow, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une solution on appelle ça du cloud gaming, enfin même c'est un PC dans le cloud carrément. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que vous louez un ordinateur qui n'est pas chez vous physiquement, qui est en fait sur les serveurs de Shadow. Et après, vous pourrez prendre n'importe quelle machine, même un vieil ordinateur, peu importe. À partir du moment où il a une connexion Internet relativement rapide, il va en fait streamer exactement comme quand vous streamez sur Netflix, par exemple. Vous allez lire un film que vous n'avez pas vous sur votre ordinateur. C'est quelque chose qui est à distance, que vous allez lire à distance. Là, c'est pareil. Sauf que c'est tout votre ordinateur en fait qui est présent à distance et donc du coup dans des dispositions relativement agréables, puisque l'idée c'est que quand vous louez un PC Shadow, vous louez un ordinateur très puissant et vous streamez en fait cet ordinateur et donc vous pouvez faire plein de choses, typiquement le jeu vidéo qui demande beaucoup de performance, notamment des cartes graphiques. Eh bien, il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui passent par des PC Shadow parce que n'ayant pas les moyens de mettre 2000-3000 euros dans une machine, ils préfèrent en fait prendre une location par mois alors je sais pas quels sont les prix, et avoir une machine toujours au top de ce qui se fait et toujours mise à jour. Ils ont rien à gérer si ce n'est payer tous les mois, quoi. Donc effectivement, Shadow PC, super service, en tout cas moi j'ai entendu beaucoup de bien, et qui a été repris par Octave Klaba. Tac. Donc, effectivement, ça c'est ce que nous rappelle l'article. Et puis ils disent, depuis, la société a recentré son activité à destination des entreprises, leur proposant de louer des PC puissants dans le cloud. Elle a aussi lancé une offre de stockage en ligne. Donc, ils ont diversifié un petit peu pour essayer d'avoir un modèle pérenne, parce que ça a été, voilà, celles et ceux qui connaissent, c'est vrai que Shadow, au niveau modèle économique, ils ont eu quelques difficultés à arriver à passer rentable, quoi. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, effectivement, Symphonium, retenez ça. Le lancement de Symphonium ne doit être qu'une première étape pour bâtir une plateforme souveraine. Donc, cette notion de plateforme souveraine, on en avait déjà un petit peu entendu parler. Cette notion, effectivement, d'essayer de s'affranchir aussi de tous ces services américains, essayer de réinternaliser un petit peu et de gérer au niveau européen et d'avoir quelqu'un d'avoir une vraie alternative qui soit puissante, forte et connue à travers le monde, parce qu'aujourd'hui tous ceux qui dominent au niveau du digital sont quand même souvent basés aux États-Unis. Il y a quelques exceptions, TikTok par exemple, les Chinois, enfin bon, il n'y a pas que des Américains, mais enfin quand même beaucoup. Donc, effectivement, cette notion de plateforme souveraine, d'autres services comme des outils de visioconférence suivront, ça c'est ce que dit Symphonium, par l'intermédiaire d'une combinaison de développement interne, d'acquisition supplémentaire et de partenariats avec des entreprises qui partagent leur vision.
Ça, c'est ce qu'avait souligné la société en avril. Et puis, autre citation, nous souhaitons intégrer tout l'écosystème de la tech européenne dans l'aventure, explique désormais Octave Klaba. Vous y retrouverez le moteur de recherche, les services gratuits, la suite collaborative, le social login, mais aussi les services de nos partenaires tech. Et puis il ajoute également: le chemin est long, complexe et coûteux, mais il y a une vraie attente d'avoir cette plateforme dans le cloud SaaS européen qui respecte nos valeurs et nos lois européennes. Donc c'est quand même un projet très 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 ambitieux, le but étant voilà, de rassembler un peu ce qu'il y a de meilleur. C'est un peu genre les Avengers de l'Europe, quoi. En gros, on va essayer de tous les regrouper, de créer une vraie entité, quelque chose de fort derrière Symfonium, et de faire quelque chose de suffisamment compétitif en termes de fonctionnalité, de prix et d'accès, mais qui aura ce petit plus d'être européen. Donc voilà, consommer local, on va dire, et surtout respecter voilà, toutes les normes RGPD, etc., etc., tout ce qu'on connaît en termes de législation européenne. Alors pour le moment, des débuts difficiles, forcément. Lancé en 2013, Quant n'a jamais réussi à percer face à l'ultra-domination de Google dans la recherche en ligne. Google, je ne sais plus exactement les chiffres, mais ça doit être de l'ordre de 80 ou 90% de part de marché sur la partie moteur de recherche. Très compliqué à aller concurrencer à ce jour. Son discours centré autour de la souveraineté numérique et de la protection des données n'a pas suffi à convaincre le grand public. Donc là, on parle de Quant, évidemment. En France, où son service est installé par défaut sur les ordinateurs de l'administration, sa part de marché se chiffre seulement à 0,6% selon les estimations du cabinet StatCounter. Donc autant dire que c'est quand même très très faible en termes de part de marché, c'est quasi insignifiant. Ils sont à moins de 1%, donc voilà. C'est un peu compliqué, mais voilà. L'entreprise est aussi un gouffre financier maintenu à flot par la Caisse des dépôts et par des prêts de la Banque européenne d'investissement. En 2021, Huawei a aussi injecté 8 millions d'euros sous la forme d'obligations convertibles. Dans la foulée, une nouvelle direction avait été nommée avec l'objectif d'assainir les comptes. En vain, l'an passé, Quant a dû rééchelonner ses remboursements auprès de la BEI, donc je pense que c'est la Banque européenne, j'imagine, pour éviter le dépôt de bilan. Banque européenne d'investissement, c'est ça. Pour éviter le dépôt de bilan selon le site L'Informé. Donc voilà, c'est quand même un gros risque, hein. Après, je pense que je suppose que s'il avait fallu partir de zéro et de recréer un moteur de recherche, ça aurait été un peu compliqué. Donc voilà, l'ambition un petit peu d'OVH et surtout d'Octave Klaba. L'idée effectivement de créer toute une entité Symfonium du coup. Est-ce que ça marchera sur le temps ou pas, je ne sais pas. En tout cas, Google n'a jamais été aussi... enfin, aujourd'hui et récemment, avec notamment ChatGPT, tout ce qui s'est passé, c'est une des premières fois, je crois, où vraiment on sent Google un peu plus fébrile qu'à l'accoutumée, et où effectivement il y a des vraies alternatives qui peuvent leur faire concurrence. Donc c'est peut-être effectivement le bon moment de lancer ce type d'initiative, mais c'est quand même très très risqué. Encore une fois, comme le souligne l'article, Quant est un gouffre financier aujourd'hui, n'est pas véritablement rentable. Et je pense d'ailleurs que voilà, le rachat par Octave Klaba est un peu in extremis. Hein, ça aurait très bien pu en fait tout simplement stopper parce que voilà, c'est financé énormément par de l'argent européen enfin voilà, de l'argent public quoi. Donc c'est quand même un risque. Mais en tout cas, moi je voulais souligner cette grosse initiative et j'espère pour eux que ça ira loin et que ça ira un peu challenger tout ce qui se passe actuellement. Voilà. Alors est-ce qu'on enchaîne les amis? Personne ne réagit ce matin. J'ai l'impression que tout le monde est mort. Et très fatigué. Pourtant je vois qu'il y a du monde. C'est un peu dommage. Mais c'est pas grave après. Sinon je continue. Si jamais vous avez des réactions évidemment, je vous le rappelle, n'hésitez pas dans le chat. Et puis comme ça on pourra dialoguer. Alors du coup j'enchaîne avec une autre nouveauté. Petite news du coup sur laquelle on va passer assez rapidement, mais au moins pour vous l'indiquer. Le blog du modérateur, du coup, qui nous partage que YouTube va proposer un nouvel outil, un outil pour comparer les performances des miniatures. Ouais, tout le monde dort, ouais, c'est ça. C'est bizarre, hein, on n'a pas... D'habitude, on a Olivier qui vient me parler, on a Timmy qui est également présent, mais là, ce matin, c'est compliqué. Bon, de toute façon, on approche de la période d'été, c'est toujours comme ça. Quand tu fais du stream et que tu arrives
à la période d'été, généralement, il y en a qui partent en vacances, il y en a qui, voilà, qui bouclent un peu les dernières affaires avant de s'en aller. Donc l'activité est un peu moins importante. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Il n'y a il y a pas de crainte par rapport à ça. Donc, YouTube qui va proposer effectivement un outil d'A/B testing, on va dire en quelque sorte, des miniatures. Donc, l'idée c'est que à aujourd'hui, quand vous créez du contenu sur YouTube et vous créez des vidéos, le choix de la miniature est un choix qui est déterminant, tout simplement parce que quand vous ouvrez en fait, si j'ouvre un YouTube, le constat il est assez facile. Vous avez une offre qui est pléthorique et vous avez énormément de choses. Donc dans toutes ces propositions, il faut arriver à se distinguer et c'est la miniature qui en règle générale fait la différence. Donc voilà, c'est quelque chose de relativement important, un vrai sujet sensible sur lequel beaucoup de créateurs de contenu se cassent les dents et puis se creusent la tête aussi pour essayer voilà, de savoir quels sont les bons tips et quelle serait l'espèce de formule magique, même si j'ai pas trop l'impression qu'il y en ait. Dès lors qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, en général tout le monde les copie, ce qui fait que bah, du coup vous êtes renoyé dans la masse. Donc du coup, bah, YouTube qui propose effectivement une espèce de système de, je dirais, d'A/B testing de la miniature et donc de proposer jusqu'à 3 miniatures et puis de constater laquelle est la plus performante. Hello Wirzan, merci beaucoup pour le follow. Bonjour à toi et bienvenue, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'abo. Pour le follow, pardon. Donc effectivement, ça peut être hyper intéressant parce que bah, des fois, on n'est pas tous d'accord justement, ou des fois, on a l'impression qu'il y a une miniature qui a plus marché qu'une autre. Là, ça serait vraiment basé sur sur des stats concrètes. Et donc effectivement, il mettrait en avant la miniature qui, en fait, je dirais, performe le plus, mais surtout qui a le meilleur watch time. Puisque en fait, c'est ce qu'il y a de hyper important quand vous êtes sur YouTube et ce sur quoi il se base pour pousser votre vidéo, l'algorithme. Il y a deux choses. La première chose, c'est le taux de clic, donc de savoir effectivement quand votre vidéo va apparaître dans le flux d'un utilisateur ou d'une utilisatrice. Mettons sur 100 personnes, il y en a combien qui vont cliquer. Et donc, voilà, si sur 100 personnes, vous en avez 5 ou si vous en avez 60, c'est pas la même chose. Donc, effectivement, c'est un critère qui est ultra important. Et ensuite, second critère ultra important, c'est ce qu'ils appellent le watch time, c'est-à-dire le temps moyen qui est passé sur votre vidéo, la rétention, en fait. Ça, c'est hyper important. Donc, en gros, est-ce que votre vidéo performe en termes de clics? Est-ce qu'elle attire? Et ensuite, est-ce que les gens restent? Parce que si c'est pour faire un truc qui attire, mais en fait derrière les gens sont déçus, voilà, si c'est du déceptif, ça peut pas fonctionner et c'est pas intéressant. Donc effectivement, ça c'est les deux critères ultra importants. Et donc pour la partie clic, ce qui fait le plus, c'est la minia. Donc je lis rapidement l'article. YouTube présente un nouvel outil qui permettra à terme de comparer les performances de 3 versions d'une miniature. La fonctionnalité est très attendue des vidéastes puisque la miniature influence grandement le nombre de clics sur la plateforme. Sobrement baptisé Test and Compare et intégré à l'interface, l'outil sera capable de suivre les performances d'une vidéo en fonction de la vignette affichée à l'utilisateur. D'après les captures d'écran partagées par l'entreprise, l'outil sélectionnera la miniature la plus efficace en fonction du temps de visionnage, tout en présentant les résultats obtenus à l'utilisateur afin d'aider à prendre des décisions stratégiques fondées sur des chiffres. Ça, c'est ce que précise l'entreprise. Difficile de savoir si d'autres unités de mesure influenceront le résultat à ce stade. Expérimentée depuis plusieurs mois par des vidéastes triés sur le volet, la fonctionnalité devrait être déployée en version bêta dans quelques mois pour plusieurs milliers d'utilisateurs selon la plateforme. Toutefois, Test and Compare ne devrait pas être accessible à l'ensemble des utilisateurs avant l'année prochaine. Aucune date de lancement officielle n'a été communiquée. Et donc si jamais vous voulez voir rapidement ce que ça donne, il y a une petite vidéo. Bon, en fait, je pense que c'est plus ou moins la même capture que ce qu'on a vu au-dessus. Voilà, donc il montre ça très rapidement. Ici, voilà, on aura au niveau thumbnail, donc au niveau de l'image de mise en avant, l'option Test and Compare, et on pourra mettre plusieurs fichiers. Voilà. Tac. Alors, ça y est, on a un commentaire. Ah, Skyban, salut, comment ça va? Toi, du coup, ça va forcément t'intéresser ce sujet.
Salut, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on parle de la miniature, mais on utilise le watch time pour définir laquelle est la meilleure. Cependant, c'est la vidéo en elle-même qui permet de générer un watch time plus ou moins long et non la miniature qui permet d'influencer plutôt le CTR. Je suis un peu dans l'incompréhension. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est une question et je me suis posé exactement la même question, c'est-à-dire, je ne comprends pas en fait pourquoi est-ce que grosso modo ils disent ben, la meilleure minia c'est celle qui a le meilleur watch time. De prime abord on peut se dire mais non, en fait la meilleure minia c'est celle qui aura le meilleur clic, enfin le meilleur taux de clic. C'est-à-dire ben, si par exemple sur 100 personnes la première miniature elle va faire cliquer 40 et la seconde mettons 20, ben forcément il faut mettre en avant celle-là. Et après, après réflexion, je me suis dit, mais en fait, c'est pas si illogique que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait même fallu peut-être faire un savant mélange des deux. Mais en réalité, si jamais tu as une minia qui fait énormément cliquer, mais que derrière les gens restent par exemple 10 secondes. Hello Macaire, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le follow. Si effectivement tu as une minia qui fait cliquer, donc et qui potentiellement t'aura, je sais pas moi, 40 personnes, alors que celle-ci ça sera 20, mais que derrière tu as un watch time par exemple de 10 secondes, alors que là tu as un watch time de 2 minutes, ça veut dire que celle-ci est entre guillemets peut-être plus, enfin elle va plus activer, mais elle va être très putaclic en fait. C'est-à-dire que la notion de putaclic, ça veut dire je donne envie, mais en réalité derrière j'ai pas ma promesse, tu vois. C'est-à-dire je mets en avant un truc, mais en réalité quand la personne dit ok, je te fais confiance, je clique sur ta miniature, derrière si t'as pas le sujet en question et si en fait c'est très déceptif, ben, ça veut dire que ta minia elle est pas du tout adaptée par rapport à ce que les gens s'attendent à avoir. Donc en soi, c'est logique et pas logique, et je pense qu'en fait, il aurait même fallu avoir deux critères et faire un espèce d'algo basé là-dessus, c'est-à-dire laquelle aura le meilleur watch time derrière et laquelle aura aussi le meilleur taux de clic. Parce que ben, y a non seulement le fait que ça active, le fait que vraiment les gens viennent, mais il y a aussi le fait d'avoir une espèce de cohérence entre ce qu'annonce ta minia et derrière ben, le vrai contenu que tu vas délivrer. Donc si effectivement il y en a une, elle fait un peu moins cliquer, mais en réalité ça reste, les gens restent longtemps, ça veut dire que celle-ci pour le coup elle est pas putaclic et vraiment elle a du sens, tu vois. Donc bon, moi c'est comme ça que je l'interprète, mais je suis comme toi, c'est vrai qu'au début je me dis je comprends pas pourquoi est-ce qu'on regarde par rapport au watch time et pas plutôt au clic. Donc voilà. Macaire qui met bah, si parce qu'elle détermine si les gens retrouvent ce qui viennent chercher. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est ça. C'est ce que je me suis dit aussi. Exactement. C'est-à-dire que si effectivement derrière tu as un gros watch time, ça veut dire qu'effectivement ta minia elle est tout à fait pertinente par rapport à ce que les gens viennent chercher. C'est exactement ce que je me suis dit. Au-delà même du putaclic, ça veut dire que tu arrives ou non à attirer le public qui recherche ton contenu ou l'apprécie. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, mais c'est vrai que après, je suis aussi d'accord avec Skyban sur le fait qu'il faudrait un peu, je dirais, il faudrait faire ça, enfin, il faudrait un peu contrebalancer, parce que c'est sûr que si tu as un gros watch time, mais qu'en fait, tu as une personne sur 1000 qui clique, à l'arrivée, tu vas pas être hyper gagnant. Parce que faut se mettre dans la tête de YouTube et de Google, parce que c'est Google qui détient YouTube. Leur but, en fait, c'est d'avoir le plus de temps le plus de temps d'attention des gens. Donc, si je vais te donner un exemple très exagéré, mais c'est pour exprimer mon idée. Imaginons que sur ma minia numéro 1, j'ai un temps, par exemple, de 10 minutes, mais j'ai une personne sur 1 million, et que sur la 2, je n'ai que 2 minutes, mais par contre, j'ai une personne sur 100, ça voudra dire que, ok, il y a moins de rétention, mais en réalité, sur la masse de gens que je vais attirer, ben, finalement, je vais faire quand même passer sur l'ensemble de tous les gens, je vais faire quand même passer plus de temps sur la plateforme YouTube avec cette vidéo qu'avec celle-là, tu vois. Donc c'est pour ça, je trouve ça un peu dommage quand même de ne pas pondérer. Après, c'est une feature qui vient juste de sortir, potentiellement ça va évoluer, ils vont faire du test, ils vont regarder et puis ils vont peut-être la faire évoluer. Mais c'est vrai que c'est pas naturel de base de se dire que c'est sur du watch time et pas sur du taux de clic, ça c'est sûr. Skyban qui met oui d'accord, je vois ce que tu veux dire, l'idée c'est d'avoir une miniature la plus raccord avec la vidéo, cependant je ne suis pas sûr que ce soit impactant comme statistique puisqu'il y a plusieurs paramètres à rentrer en jeu, comme le titre qui peut permettre d'attirer plus ou moins, c'est vrai. Si ton titre est changé en même temps que la miniature, les statistiques seront biaisées
puisque un paramètre supplémentaire aurait été... Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, sauf erreur de ma part, il me semble que vraiment le premier critère, alors j'ai toujours entendu ça, mais après toi tu connais plus que moi, c'est d'abord la minia, c'est-à-dire que tu vas d'abord être trigger par la minia. Et après, tu vas aller, du coup, imaginons que tu as une miniature qui t'attire l'œil, tu vas aller lire le titre un peu comme un complément d'information, tu vois. Mais j'ai l'impression que quand même la miniature est vraiment prépondérante. Mais je suis d'accord avec toi que si effectivement tu fais évoluer le titre, ben, ça change un peu les règles du jeu. Et donc voilà. Après, je pense que c'est pas un outil qui a vocation à être parfait d'entrée, mais déjà c'est cool de pouvoir faire de l'A/B testing en fait sur de la minia. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça va clairement intéresser quoi. Donc voilà. Atomistic qui met le problème, c'est que le temps de rétention ne dépend pas que de la miniature, je dirais même pas beaucoup. Mais oui et non, c'est-à-dire que c'est ce qu'on dit, ça dépend pas directement, mais indirectement, si tu as des gens qui cliquent et qu'en fait la promesse, enfin la vidéo derrière cette promesse, parce que la miniature c'est une promesse, c'est de dire, tu vois, regarde, je vais parler de ça, tu vas voir, c'est cool. Si t'arrives, que tu cliques et que derrière en fait la vidéo n'est pas en lien, c'est déceptif, tu vois. Et donc forcément tu auras un mauvais watch time quoi. Enfin, moi c'est comme ça que je l'interprète. Oui mais 3 minias c'est pas 3 titres. Alors ça je ne sais pas. Je sais pas si justement tu peux créer des variables. Je pense que c'est uniquement au niveau de la minia. C'est pas au niveau des titres de ce que j'ai compris. Donc ouais, on verra. Mais ouais, je crois pas que tu puisses faire de l'A/B testing sur du titre. Sauf à ce que ce soit déjà en place, mais je crois pas. Je vais pas souvenir. Mais en vrai, il devrait le faire, hein, même sur les titres, hein, parce que vraiment, c'est fondamental. Il y a des fois en plus, honnêtement, il y a des fois c'est illogique. Tu as des minias, tu vas les travailler comme un fou, même ton titre, etc. Et puis il y en a d'autres, des fois tu vas les publier comme ça parce qu'il te faut faire du contenu et donc tu publies et en fait ça va performer comme jamais et tu sais même pas pourquoi quoi, tu vois. Après il y a des notions d'SEO aussi. Moi je sais que des fois par exemple sur la chaîne Replay on a des vidéos qui ont performé vachement plus que d'autres parce que c'était un sujet chaud du moment et que voilà on avait dû bien mettre le titre et genre je sais que sur la chaîne... Alors en fait on a deux chaînes YouTube. On a une chaîne, je peux vous montrer, hein, remarque. On a une chaîne principale, du coup, quand vous êtes sur YouTube, tapez des clics. Ça, c'est notre chaîne principale sur laquelle vraiment ça va plus être les interviews, du contenu un peu plus travaillé, etc. Et ensuite, on en a une autre. Donc là, c'est des clics replay, qui sont purement les replays des matinales, tout simplement. Et vous voyez, dans les vidéos, par exemple, les plus populaires, on a celle-ci qui a tapé les 5K, alors que en moyenne, on est plus sur du 300 vues, ce genre de choses, quoi. Et celle-ci, elle a performé de fou parce que c'était au moment en fait où Bard, le concurrent de ChatGPT, était annoncé. Donc on a mis Google Bard, une nouvelle intelligence artificielle concurrente de ChatGPT. Bon, rien de fou. Et en plus, je pense qu'il y a plein d'autres gens qui avaient dû le faire à l'époque. Mais pour le coup, ça a performé. Donc après, voilà, le titre est aussi très très important en termes d'SEO, quoi. Skyban qui met sur TubeBuddy, tu pouvais déjà faire du A/B testing sur le CTR par contre, et pour le coup, pour avoir eu des clients qui l'utilisaient, je trouvais que c'était très impactant puisque les stats étaient générées uniquement sur la minia. Ah d'accord. Ah ouais, bah après, TubeBuddy c'est externe, donc est-ce que c'était... Bon, j'imagine que c'était quand même fiable et ça donnait une tendance, mais là pour le coup, que ce soit vraiment native Google, c'est quand même... Enfin, native YouTube, je trouve ça plutôt cool quoi. Donc voilà. Mais oui, effectivement, il y avait d'autres services un peu qui proposaient ce genre de choses. Enfin voilà, les amis, il est 10h, donc on va rapidement avancer sur un autre sujet. Je pensais pas qu'on qu'on échangerait autant du coup sur cette thématique-là. Ça c'est pareil, des fois je prépare des articles où je me dis ça va cartonner, et puis ça intéresse pas en fait. Et il y a des fois, il y en a d'autres qui intéressent plus. Salut Binogure, comment ça va? Coucou à toi. Binogure, du coup, collègue streamer qui fait du développement de jeux vidéo, notamment sur du Godot, si vous connaissez pas. Beaucoup d'outils open source, du coup, utilisés par l'ami Binogure. Très très content de t'accueillir ce matin. Les amis, je poursuis rapidement en vous partageant quelques trucs que j'ai vu passer sur les réseaux récemment. Donc, comme vous le savez, Figma, outil utilisé énormément par la communauté design, enfin par tous les gens qui travaillent dans le web en fait finalement, hein. Figma qui nous permet de créer des web design, qui nous permet de faire du design de façon globale, a fait une très grosse mise à jour la semaine dernière. Je vous invite évidemment à aller voir la vidéo sur Déclic Replay si vous n'avez pas vu. J'ai passé 1h30 à décortiquer, enfin à montrer toutes les nouveautés en fait et à vous résumer et vous montrer un petit peu tout ce qui était apparu.
Et donc depuis, j'ai vu passer sur les réseaux quelques personnes qui démontraient toute la puissance de cette mise à jour. Donc d'abord, Zander, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un influenceur spécialisé web design Figma. D'ailleurs, il était présent à la Config 2023, donc la conférence, on va dire, la keynote de Figma. Et donc, il a démontré effectivement que maintenant, on peut, grâce aux nouvelles features, faire des designs directement responsive et on peut, en fait, tout simplement, en jouant sur la fenêtre directement dans Figma, faire des maquettes 100% responsive et passer de plusieurs colonnes à une seule, grâce notamment à l'une des nouveautés qui est la fonctionnalité wrap que vous connaissez peut-être si jamais vous faites du CSS, qui permet de passer à la ligne automatiquement. Donc très très cool du coup de voir ce genre d'exemple. Et ensuite j'ai vu un autre exemple complètement badass, plus pour le coup sur les parties, sur la partie variable, puisque maintenant on peut créer des variables dans Figma. Et donc cette personne, Dave Williams, vous avez peut-être vu passer ça. Il a carrément créé un Flappy Bird, donc tout un jeu directement je vais y arriver, avec des... Attendez, je vais vous le partager sur mon Figma, ce sera plus parlant. Il a carrément fait un jeu vidéo avec les prototypes Figma. Donc vraiment, il allait très très loin au niveau du truc. Est-ce que je peux l'ouvrir? Tac, tac, tac. À quel endroit est-ce que je peux faire ça? Voilà, community. Hop. Salut Mokuji, comment ça va? Tac, explore. Voilà, alors ça s'appelle Flappy. Tac, tac. C'est quoi? Playable Flappy Bird, c'est ça. Alors le truc est open source. Enfin, open source, il l'a publié là il n'y a pas très longtemps. Tac. Je vous partage. Et donc, effectivement, si vous n'êtes pas peut-être accoutumé de Figma, sachez que de base, on peut faire des designs. Mais on peut également faire ce qu'on appelle des prototypes, c'est-à-dire animer en fait nos maquettes pour que les clients puissent voir en fait le rendu directement de ce que ça va donner. Donc vous faites tous vos designs et puis derrière vous pouvez dire quand je clique sur ce bouton, ça va aller vers telle autre maquette, etc. Et faire en fait comme un vrai prototype, d'où le terme prototype, un vrai prototype de ce que va rendre en fait votre site ou votre application web. Et donc en fait avec l'apparition des variables, du système de variables dans Figma et surtout la possibilité d'éditer en fait des variables avec les prototypes, de les éditer à la volée, le contenu des variables, on a la possibilité, ça nous ouvre vraiment de nouvelles portes. Il y a aussi de la logique conditionnelle qui a été mise, donc vous pouvez dire if ceci, then cela, etc. etc. Et donc voilà, l'exemple de Flappy Bird qui est passé, donc je vous ouvre du coup ce que ça donne en rendu. Donc ça c'est le prototype que ça donne, voilà. Et en fait il a fait un vrai jeu, donc c'est assez fou. Donc si jamais je clique, voilà, il a réussi à recréer le jeu Flappy Bird, donc une espèce d'oiseau comme ça là qui vole et qui doit passer entre les tuyaux sans toucher. Et je suis pas très doué sur ce jeu. Et ça c'est uniquement, tout est full Figma quoi. C'est ça qu'il y a de fou. Donc, il a même géré la partie collision, si jamais je fais une collision avec un tuyau. Alors j'ai jamais été aussi loin dans le jeu. Voilà, et vous voyez là j'ai touché un tuyau, pouf, il y a une collision et la chute, et donc j'ai mon score qui est affiché. Donc c'est vraiment, c'est hyper avancé. Il a même fait un système de debug là pour que vous puissiez voir en temps réel en fait toutes les métriques en fait qui sont importantes. Et il a tout géré sur Figma. Donc c'est voilà. Bon après c'est un exemple un peu brainfuck. Hein. Le but n'étant pas de faire ça sur Figma, mais pour montrer toute la, il a réussi quand même à démontrer toute la puissance et il a essayé de repousser un peu dans ses retranchements et dans ses limites l'outil et montrer qu'aujourd'hui avec le prototypage Figma et la possibilité d'accéder à des variables, on peut arriver à faire des choses relativement folles.